Bonjour à tous et bienvenue sur la page du Parisien. Nous sommes en direct au musée d'art ludique pour visiter l'exposition sur Disney intitulée Le mouvement par nature dans l'art des studios d'animation de Walt Disney. Donc nous sommes venus nous rendre compte un peu de cette exposition et allons demander au commissaire d'exposition Jean-Jacques Launier quelques précisions à ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, nous sommes dans cette exposition qui est un peu novatrice, si j'ai pu bien comprendre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette exposition ? C'est vrai qu'à Art Ludique, le musée, on aime montrer effectivement la dynamique artistique derrière les choses du divertissement finalement. On aime montrer à quel point ce qu'on aime, il y a de l'art qui se trouve derrière. Et Walt Disney, depuis 100 ans, finalement, est un des plus grands artistes contemporains. Donc on a fait toute une rétrospective qui part des tout premiers films d'animation jusqu'au dernier, avec l'héritage culturel que Walt Disney a insufflé à ses collaborateurs. Ici, on est par exemple dans un court-métrage d'animation qui a été le premier diffusé au cinéma. C'est là où le grand public a découvert Mickey. Et donc on connaît tous finalement ce petit film avec Mickey qui sifflote. Ce qu'on sait moins, c'est que pour réaliser ce film, Walt Disney a produit le film lui-même avec ses collaborateurs et c'est le premier film en son synchronisé. C'est-à-dire qu'avant, au cinéma, il y avait un pianiste qui regardait l'écran et qui essayait, un pianiste ou un orchestre, et qui essayait finalement de se coller plus ou moins à l'image. Là, d'un seul coup, dans le cinéma, la piste sonore sort de l'écran et les spectateurs étaient immergés. C'est vraiment une révolution. Ce qu'on a voulu montrer dans cette expo, c'est que finalement Walt Disney, pour nous, c'est mignon, c'est un grand classique. À l'époque, c'était complètement révolutionnaire et totalement d'avant-garde. Alors on va peut-être un peu avancer. On arrive au niveau du premier grand succès de Disney, premier grand film qui est Blanche-Neige. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors c'est vrai que Steamboat Willie avait marqué par le son synchronisé, par l'apparition de Disney qui est devenu très vite une star. Après, Walt Disney et les studios Walt Disney insufflent la couleur dans les films d'animation. Donc c'est les premiers à avoir fait du son synchronisé, les premiers à avoir fait de la couleur, et c'est également les premiers à avoir fait un long métrage d'animation, et c'est Blanche-Neige qui est alors encore une fois une révolution qui va être couronnée d'Oscar. Et c'est là, à cette occasion, que Walt Disney insuffle finalement des émotions nouvelles, une dramaturgie dans les films d'animation, à savoir par exemple quand Blanche-Neige est poursuivie dans la forêt, elle est terrorisée et les gens ont vraiment peur au cinéma, et quand ils croient qu'elle est morte dans ces cercueils de verre, les gens se mettent à pleurer dans la salle de cinéma. Donc c'est vraiment, d'habitude, les films d'animation étaient des petites choses amusantes qu'on voyait au cinéma pour se divertir. D'un seul coup, lui insuffle la poésie, la magie et la féerie. Et donc en quelle année après a été En 1936, en fait, voilà, et c'est vraiment l'histoire du premier film d'animation qui a été réalisé à cette époque-là et qui a été tout de suite un succès planétaire. Et d'ailleurs, il a reçu un Oscar pour le meilleur film d'animation, et c'était un Oscar avec 7 petits Oscars qui avaient été fabriqués spécialement à cause des 7 nains. Très bien. Alors, on a vu que donc cette exposition, elle retrace donc le parcours de l'expérience Walt Disney. Il y a notamment donc les Nine Old Men et une nouvelle génération d'artistes qui sont à l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des Nine Old Men ? Alors les Nine Old Men, c'est les 9 grands sages. Lee Johnson, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on les appelle les Nine Old Men. C'est vrai que Walt Disney était un visionnaire et il s'est entouré assez rapidement d'une équipe d'artistes majeurs qui ont effectivement été à l'origine, qui ont supervisé l'animation. Walt Disney voulait se baser Et donc voilà, on a survolé Blanche-Neige, on a vu Fantasia, et là on voyait encore une fois un film expérimental, puisque ça fait parfois appel à l'abstraction, et on voyait les dessins de recherche. On arrive maintenant dans les années 50, et on est, qui est une grande étape dans l'histoire du film d'animation. Dans les années 50, il y a le design, on voit le dessin automobile, tout change finalement, et effectivement les films d'animation également. Une immense artiste qui s'appelle Marie Blair insuffle finalement à sa vision artistique, et on voit ici des gouaches originales, des dessins de recherche de Alice qui sont très impressionnantes, qui sont à la fois surréalistes, à la fois cubistes, et quand on revoit le film finalement on s'aperçoit qu'en effet les ciels sont gris, les murs sont
tranché comme ça, très cubiste, et c'est très intéressant de voir une expo pareille, parce qu'on voit finalement les dessins à l'origine du film, et quand on revoit le film, on comprend mieux pourquoi finalement on est emmené comme ça dans un tourbillon artistique, parce qu'effectivement derrière ces œuvres, il y a d'immenses artistes contemporains. Et finalement, Walt Disney et les studios ont accompagné les grands mouvements artistiques de leur époque. C'est pour ça que l'expo s'appelle le mouvement par nature, parce qu'à la fois il y a l'étude du mouvement pour les créatures, dans Bambi, on verra dans l'exposition qu'il y a des études de fond, on verra plus tard qu'ils ont dessiné des lions d'après nature, ils sont allés aussi faire de nombreux voyages, mais aussi les mouvements artistiques, le mouvement surréaliste, le mouvement abstrait ou le mouvement cubiste tel qu'on le voit ici, sont vraiment très remarquables. On peut peut-être poursuivre en direction de La Belle et le Clochard. Alors, l'exposition a été réalisée en collaboration avec la Walt Disney Animation Research Library. Donc là, on voit un peu les premières esquisses, c'est ça? Absolument. Alors ici, on a travaillé avec ce service d'archives qui est impressionnant. C'est les grandes archives de Disney. Il faut savoir qu'ils ont plus de 60 millions d'œuvres dans lesquelles on a eu la chance de pouvoir puiser, sélectionner, puisqu'on a créé l'exposition ici, à Paris, en France. Elle va tourner dans le monde entier, mais on est à l'origine. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, le studio d'archives, ce qu'on voit à l'écran, c'est un line test, c'est-à-dire que c'est un test d'après les crayonnés. Et c'est très intéressant parce que souvent, on voit des crayonnés comme ça, détachés les uns des autres, et on ne sait pas comment ça fonctionne. Et là, pour nous, ils ont refait finalement cette séquence qui leur permet d'avoir la vision de l'animation. Là, pour le coup, c'était ce que savaient faire particulièrement bien les 9 sages, et on voit la séquence finale après. Donc on comprend à quoi servent ces dessins qu'on voit souvent dans les expositions. Et du coup, où est-ce que se trouvent ces archives aux États-Unis? Ça se trouve à Burbank, tout près de Los Angeles, là où sont aussi situés les studios d'animation. Absolument, ils sont voisins. Après, c'est drôle parce que c'était des archives très secrètes. Alors du coup, c'est un bâtiment qui n'est pas du tout marqué dans un coin de la banlieue. Enfin voilà, personne ne peut savoir que c'est là que se trouvent les trésors de Disney. Mais effectivement, on a eu la chance d'y aller et d'aller chercher de façon régulière beaucoup d'œuvres. Et eux-mêmes, effectivement, se sont pris au jeu. Ils étaient très contents parce que c'est la première fois qu'on explique à quel point Walt Disney a été un visionnaire et a changé finalement l'art de l'animation et du coup l'art tout court. Et donc ils se sont pris aussi au jeu et ils nous ont sorti des trésors qui n'avaient jamais finalement quitté les archives. Ici, on se retrouve par exemple dans La Belle au bois dormant et on a les dessins d'un artiste qui s'appelle Edwin Earle, qui est là aussi un des grands magiciens, un des mouvements clés. Et là, on a un côté cubiste dans la recherche. On le voit dans les décors, dans ces châteaux incroyables, et on le retrouve finalement dans le film. Il y a un côté artistique majeur, et même les personnages, le prince ou La Belle au bois dormant, ont un côté plus graphique, plus design, parce qu'effectivement, lui avait un style très nerveux. On le voit ici sur ce dessin de recherche. Voilà, c'est très carré, c'est très... Je suis navré. Ah, super. Ici, alors on est dans une... Alors, on a vu l'émergence de l'animation avec Steamboat Willie, vraiment les débuts. On a vu les années 50 avec Alice, avec ce côté design. Et là, on arrive dans les années 80 qu'on appelle aussi la Renaissance, dans laquelle les artistes se sont exprimés à nouveau et ont créé finalement un nouveau style avec finalement un design, un artiste qui s'appelle Glenn Keane, qui a passé 36 ans chez Disney, qui a créé La Petite Sirène, qui a créé Pocahontas, qui a créé Aladdin, qui a créé Tarzan. Et cet artiste-là est à l'origine, il nous expliquait effectivement qu'il s'était inspiré du réel, et notamment pour les cheveux de La Petite Sirène, ils avaient un problème technique. Ils ne savaient pas comment on animait des cheveux sous l'eau. Techniquement, à l'époque, dans les années 80, on ne savait pas. Et en fait, c'est en voyant un documentaire à la télévision, c'est en voyant finalement les astronautes dans l'espace, un interview des astronautes dans l'espace, et la capitaine de l'équipe, c'était une femme, et il a vu sa chevelure finalement faire une forme en apesanteur. Il s'est dit, ah, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Et on voit d'ailleurs ces dessins ici. Et il a commencé à dessiner une forme compacte. Et techniquement, du coup, ils ont pu réussir La Petite Sirène en faisant ça. Donc on est très fiers de présenter ces dessins qui sont incroyables et voilà, qui sont totalement inédits, qui n'ont jamais été présentés. Et là, on est encore dans le renouveau. On va passer dans la partie premier film en 3D. Absolument. Avec des animations en 3D. Absolument. C'est la première fois qu'on utilise la 3D dans un film d'animation. Et c'est vrai que peu de gens le savent, mais c'est à nouveau Disney.
Et finalement, ce sont les artistes qui se servent de ces outils. C'est ça qui est intéressant, c'est que Walt Disney, en créant la caméra multiple, en créant tous ces effets-là, et en créant effectivement, en utilisant la 3D, on voit dans cette séquence qu'on voit à l'écran, c'est la première fois qu'on utilise la 3D, et du coup, ça donne... Les personnages sont encore peints, la théière, etc., sont encore dessinés et peints à la main sur des celluloïdes transparents, mais tout le décor, lui, est en 3D, et cette fameuse séquence qui donne ce côté vertigineux est fait en 3D pour la première fois. Après, effectivement, ça va arriver de plus en plus, jusqu'à, effectivement, Réponse, qui sera le premier film numérique sur lequel, effectivement, les studios Disney vont travailler. Réponse qu'on va voir dans quelques instants à la suite. On va arriver vers le Roi Lion, désormais. Est-ce qu'il y a une particularité? Vous avez dit il y a beaucoup de voyages qui sont faits juste avant de réaliser un dessin animé pour voilà, vraiment ce côté documentation et pour paraître le plus réel possible. Donc là, ça veut dire que par exemple, ils se sont déplacés jusqu'en Afrique pour leur film. Absolument. C'est vrai que, encore une fois, Walt Disney, la phrase de Walt Disney qu'on a en entrée, c'était: nous ne pouvons jamais faire un film d'animation basé sur le réel, à moins que nous connaissions parfaitement le réel. Et du coup, c'est vrai que les réalisateurs et les équipes s'imprègnent vraiment du décor, ont besoin que ce soit réaliste. Voilà, donc ils sont allés dans la savane, ils ont vu quel était l'environnement des lions. Ils ont même fait venir du coup après des lions dans le studio pour les dessiner d'après nature, parce que c'est en maîtrisant vraiment le sujet que l'on peut retranscrire et que l'on peut transposer finalement les personnages. Donc c'est vrai que des artistes comme Andreas Deja, qui était un des grands artistes sur le Roi Lion, ont pu finalement donner une personnalité aux lions parce qu'ils les ont appris, ils les ont maîtrisés, ils connaissent l'anatomie et donc ils peuvent les caricaturer comme le faisaient les grands artistes de la fin du 19e, les grands caricaturistes. Et c'est ça, il y a vraiment un côté transgénérationnel, un héritage culturel des grands auteurs du 19e et des graveurs notamment, qu'on retrouve dans l'animation des studios Disney. Très bien. Alors là, du coup, on va arriver vers Mulan et Tarzan. Tarzan, il y avait des locaux à Paris, qui étaient, un studio Walt Disney à Paris, notamment pour Tarzan. Tout à fait. Alors là, on déambule dans un grand couloir dans le... C'est faire, il faut arrêter. Hein. Tarzan était particulièrement intéressant parce que c'est vrai que Disney, pendant de nombreuses années, avait un studio à Paris, et c'est à Paris qu'a été réalisé ce film d'animation. Glenn Keane, dont je parlais, qui est l'auteur de La Petite Sirène notamment, a créé l'animation de Tarzan, et c'est notamment en voyant des jeunes faire du roller skate à Notre-Dame qui s'est dit: mais c'est comme ça qu'il faut que j'anime le personnage. Et clairement, quand on voit les dessins de recherche et quand on voit le film à l'écran, on voit effectivement qu'il est sur les lianes, un peu comme des skateboarders. Ça, c'est assez intéressant. C'est également lui, puisqu'on est maintenant dans Réponse, qui est l'auteur du personnage, qui a fait le design du personnage en se basant pour le coup sur sa fille. Mais c'est aussi un film intéressant parce que c'est la première fois que c'est un film complètement en numérique, et Glenn Keane avait décidé de réunir finalement tous les artistes chez Disney qui travaillaient en traditionnel, au crayon et à la peinture, et tous les artistes qui travaillaient en numérique. Et ils ont fait cette conférence qui s'appelait Le meilleur des deux mondes, et c'est la première fois qu'on a pu faire un film numérique avec la dimension artistique et la force du film traditionnel. Très bien. Juste une petite précision, en quelle année on commence à aller vers le numérique complètement? Il y a le début des années 2000. Réponse est le premier film finalement des studios Disney qui est complètement numérique. C'est vraiment le premier, c'est le tournant. Tout comme la Reine des Neiges? On arrive, voilà, on a passé Ralph et là on arrive à la Reine des Neiges. La Reine des Neiges est effectivement 100% numérique. Toutefois, dans effectivement les pièces qu'on a rassemblées ici, on a des dessins originaux, des dessins en traditionnel. C'est-à-dire que les artistes, quand ils font les portraits d'études, quand ils font les dessins, quand ils font les recherches de personnages, finalement, continuent à se servir du crayon et du papier. Donc on a les dessins originaux, mais effectivement, beaucoup de dessins sont maintenant faits à la palette graphique, parce que ça va plus vite, c'est intéressant pour eux, ils peuvent travailler sur la couleur, ils peuvent enregistrer les dessins puis revenir dessus. C'est exactement la même chose. C'est vrai que le digital, c'est comme la peinture à la gouache d'autrefois, simplement c'est un outil plus rapide au service de l'artiste, mais c'est pas l'ordinateur qui remplace l'artiste. C'est ça qui est important. Néanmoins, quand par exemple les artistes ont appris que dans la nature les flocons de neige sont tous différents, il n'y en a pas un qui est semblable, mais ils ont eu l'idée de créer et d'inventer un logiciel qui finalement retranscrit plus de 3000 flocons de neige différents, de sorte qu'à l'écran, quand la neige tombe pendant le film, finalement aucun flocon n'est semblable.
Super, super intéressant. J'avais juste une dernière petite question concernant les horaires d'ouverture. L'exposition se déroule jusqu'au 5 mars. Euh, Quand est-ce que... Là, c'est les périodes de vacances, donc c'est une bonne période pour visiter l'exposition. Pouvez-vous nous dire au niveau des horaires à peu près? Oui, absolument. En période de vacances, notamment, on est ouvert tous les jours, à partir de 10 heures et jusqu'à 19 heures. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que c'est une expo unique. Il y a 400 œuvres qui n'ont jamais été présentées en France, certaines jamais présentées au monde. Elle part après dans l'un des plus grands musées d'art contemporain à Tokyo et elle part pour une tournée de 5 ans. Donc, je pense qu'il reste un mois et quelque chose pour la voir. Il ne faut vraiment pas la rater parce qu'elle concerne à la fois un siècle d'art d'animation. Pour les plus jeunes, il y a tous les films qu'ils adorent et pour les plus anciens, il y a des films mythiques. C'est fascinant de voir un original. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette expérience. Merci à vous. Merci à Nathalie Oliver qui est à la caméra. Et nous vous retrouvons bientôt pour un prochain Facebook Live sur la page Facebook du Parisien.